Donc je vais effectivement vous présenter des travaux qui ont été menés à l'INRS, pas très récemment, mais qui font écho, vous allez voir, à différents sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Voilà. Donc en termes de contexte, ça a été dit de nombreuses fois, donc il y a encore des millions de mètres carrés de matériaux amiantés dans les bâtiments ou d'amiante dans les équipements. Et donc les opérateurs, au cours des travaux qu'ils réalisent, peuvent être potentiellement exposés à ces fibres. Et on estime à environ 900 000 le nombre de salariés qui seraient potentiellement exposés dans le BTP. Alors, d'après les conclusions du PNSM et les données des pathologies qui sont liées à l'amiante du régime général, les métiers les plus à risque, ce sont les plombiers tuyauteurs, les tôliers chaudronniers, les électriciens d'installation. Alors, paradoxalement, pour ces populations qui sont potentiellement très exposées, qui sont à risque, on a très peu de données d'exposition. Ceci peut tenir en partie au fait donc, des contraintes logistiques qui sont liées au prélèvement conventionnel, donc, qui a été très bien exposé ce matin par Madame Billon-Galan et qui consiste à disposer sur un opérateur donc, une pompe et une cassette équipée d'un filtre de prélèvement. Et donc, du fait de la taille des entreprises qui sont concernées, de leur dispersion sur le territoire, mais surtout des expositions qui sont généralement occasionnelles, on l'a vu avec l'enquête aussi, les résultats de l'enquête Summer tout à l'heure, des expositions qui sont occasionnelles, souvent de courte durée, qui sont souvent fortuites, tout ça n'est pas très compatible avec un prélèvement conventionnel. Donc, pour pallier ce manque de données, on a souhaité évaluer un dispositif, un échantillonneur passif qui avait été développé au départ au Royaume-Uni et qui a notamment été étudié pour l'évaluation de l'exposition de plombiers industriels aux fibres d'amiante. Donc, comme on le voit sur cette photo, c'est un petit dispositif qui est autonome, qui fonctionne par attraction électrostatique, qui est très léger, qui est peu coûteux, réutilisable et qu'on peut envoyer par voie postale, et qui permet, qui est aussi compatible avec des prélèvements de longue durée. Donc, lors de l'étude que l'on a menée à l'INRS, on avait un double objectif. Le premier était plutôt technique, académique, enfin, c'était de compléter des données manquantes de la littérature, parce que par rapport à l'étude anglaise, on a dû adapter, nous, notre dispositif et le qualifier de manière un peu plus poussée que ça n'avait été fait. Et puis dans un deuxième temps, c'était déployer ce dispositif auprès d'une population de salariés potentiellement exposés. Tout ceci, bien sûr, afin de mieux comprendre le niveau de connaissance et de conscience du risque amiante, bien sûr, pour l'améliorer. Alors, je vais passer rapidement sur la première partie de nos travaux, qui a duré un certain temps. Donc, ça va se résumer ici juste en quelques lignes. Donc, la première étape de nos travaux, c'était d'estimer ce que l'on appelle le débit équivalent, puisque contrairement à un dispositif conventionnel où on a une pompe, donc on a collecté un certain volume d'air et on peut remonter à une concentration en fibres d'amiante par litre. Là, avec ce dispositif autonome, on n'a pas accès à ce volume de prélèvement. Donc, on a estimé en laboratoire un débit équivalent. En soumettant donc des badges passifs à des filtres de prélèvement d'air, à un aérosol chargé en fibres de chrysotile dans un banc de génération d'atmosphère. Et on a fait varier des paramètres physiques dont on pouvait penser qu'ils pouvaient impacter donc, le dispositif de prélèvement passif. Et on a évalué donc, nos filtres qui étaient nos références et nos badges, les fibres collectées sur les badges passifs. On a évalué les concentrations en fibres d'amiante de ces deux dispositifs par microscopie électronique en transmission analytique. Donc, les conclusions étaient les suivantes. On n'a pas mis en évidence d'effets significatifs de l'humidité relative, des vitesses d'air qui ont été étudiées et de la charge et de la concentration en fibres de chrysotile. Ça n'avait pas d'effet significatif et on a estimé un débit équivalent pour ce système passif de 0,15 litres par minute. Donc par comparaison, pour un prélèvement conventionnel, le débit de prélèvement est de 3 litres par minute. Donc, fort de ces résultats, on a ensuite déployé ce dispositif par des campagnes de terrain en collaboration avec la CAPEB et IRIS-ST auprès d'une population donc, de plombiers chauffagistes pour essayer de savoir si au cours d'une semaine de travail, ils étaient exposés à des fibres d'amiante. Donc, 2 campagnes ont été organisées avec, on a ciblé avec toujours le recrutement avec l'aide de la CAPEB.
107 volontaires au total, et on a eu un retour de 20 carnets de chantier et de 20 badges passifs. Donc la mission de ces volontaires était la suivante, donc on leur envoyait par la poste un carnet de chantier et un badge passif, ainsi qu'une petite clé USB qui contenait une vidéo qui leur expliquait un petit peu quel était le protocole à respecter pour porter ce dispositif et comment renseigner le carnet de chantier. Donc pendant une semaine, ils devaient porter le badge, renseigner le carnet et nous le renvoyer à l'issue de cette semaine, nous renvoyer l'ensemble à l'INRS pour que l'on puisse analyser. Donc le carnet de chantier contenait à la fois une fiche individuelle qui avait pour objectif donc de mieux connaître quel était le profil de nos volontaires, notamment en termes de connaissance des matériaux amiantés qu'ils avaient. Et puis, il contenait un certain nombre de fiches d'intervention qui devaient être renseignées à chaque fois que le plombier chauffagiste portait le badge, enfin ouvrait le badge et donc qu'il le mettait en fonctionnement, donc qu'il travaillait pour que nous, ensuite, on puisse notamment avoir les durées de port de badge pour remonter ensuite à une éventuelle concentration en fibres d'amiante et puis savoir aussi dans quel milieu, dans quelles conditions il avait travaillé, avec quels matériaux, enfin sur quel type de matériaux et avec quelle technique il avait travaillé. Donc ces volontaires, ils étaient majoritairement des chefs d'entreprise et majoritairement, ils avaient une expérience dans leur profession de plus de 20 ans. Alors, je me doutais que c'était... alors au niveau de la connaissance de l'amiante, donc seuls 2 volontaires avaient suivi une formation au risque amiante. La moitié des participants ont répondu qu'ils basaient leur connaissance de l'amiante sur leur expérience personnelle. 43% ont répondu qu'ils estimaient que leur connaissance était d'assez bonne à très bonne et un quart des participants ont quand même déclaré qu'ils ne savaient pas reconnaître les matériaux amiantés. Donc ça n'est pas indiqué ici, mais 4 volontaires ont aussi répondu seuls 4 volontaires avaient un suivi spécifique, un suivi médical spécifique. Et puis, ils ont répondu que lorsqu'ils identifient des matériaux amiantés, 10% d'entre eux ne prennent aucune précaution. Et 73% portent un masque, mais qui dans la moitié des cas est un masque en papier jetable. Donc on a exploité un peu moins de 500 fiches d'intervention, alors qui étaient plus ou moins bien remplies. Alors le protocole était plus ou moins bien renseigné, plus ou moins bien suivi aussi. Néanmoins, il ressort de cette exploitation que 71% des interventions ont été réalisées dans des maisons individuelles. Et majoritairement, donc, les actions réalisées étaient du soudage, du perçage, du nettoyage, du démontage, avec utilisation majoritairement d'outils manuels. Alors, à la question qui leur était posée, si vous pensez être en présence d'amiante ou si vous avez un doute, est-ce que vous utilisez des moyens de prévention? Plus de la moitié d'entre eux ont répondu non. Et pour ceux qui utilisent des moyens de prévention, donc ils utilisent des masques respiratoires, mais aussi des aspirateurs domestiques, dont on sait le danger que ça représente, de risque de resuspension des fibres d'amiante ensuite dans le local dans lequel il est utilisé. Alors ensuite, après donc l'exploitation, enfin conjointement à l'exploitation des carnets de chantier, on a bien sûr analysé les badges passifs. Et sur 63 badges analysés, pour 22 d'entre eux, on a retrouvé des fibres d'amiante. Conjointement à ces fibres d'amiante, on a aussi retrouvé des fibres minérales artificielles, donc des laines de verre, pour 14 d'entre eux. Mais on a surtout retrouvé donc, sur 2 badges conjointement à des fibres d'amiante, des fibres céramiques réfractaires, donc, qui est les FCR, qui sont classées catégorie 2, cancérogènes catégorie 2 par les instances européennes. Ces opérateurs qui ont été exposés pendant leur semaine de travail à des fibres d'amiante, 41% n'avaient jamais perçu de risque et un tiers n'utilise jamais de moyens de prévention. Donc majoritairement, ils ont réalisé des opérations de soudage, de perçage, de nettoyage et ils ont majoritairement manipulé des jointresses et du plâtre. Et donc ceux qui n'avaient jamais perçu le risque étaient des chefs d'entreprise avec une expérience de plus de 10 ans dans leur métier de plombier chauffagiste. Voilà, donc pour conclure, s'agissant donc tout d'abord du badge passif et d'un point de vue plutôt technique, nous, lors de cette étude, on a estimé un débit équivalent, donc en laboratoire, dans des conditions qui sont compatibles avec des situations de travail de plombier chauffagiste en termes de conditions d'humidité et de concentration.
En complément, et depuis la fin de cette étude, on a aussi, comme pendant l'étude qu'Anita Romero-Ario vous a présentée sur la réévaluation des facteurs de protection assignés, certains opérateurs, en plus de la cassette de prélèvement conventionnel, portaient des dispositifs passifs. Et là, on a pu montrer, on est en train d'exploiter ces données, on a pu montrer que pour des processus secs, le débit équivalent qu'on estime sur le terrain en chantier de désamiantage est tout à fait compatible avec ce qu'on avait trouvé en laboratoire. En revanche, on arrive aux limites de ce dispositif dès lors que l'empoussièrement général est très élevé, notamment sur des opérations de sablage par exemple, ou pour des procédés très humides. Donc ce dispositif, on a montré qu'il collectait les fibres d'amiante mais aussi les fibres minérales artificielles, et il ressort que c'est un bon outil de sensibilisation et surtout un bon indicateur de l'exposition. Alors s'agissant de la population de plombiers chauffagistes, mais peut-être d'une manière générale des opérateurs du second œuvre du bâtiment, donc l'étude elle n'a fait que renforcer l'idée qu'il était nécessaire d'améliorer la prise de conscience des plombiers chauffagistes au risque d'exposition aux fibres d'amiante, et notamment en renforçant les informations sur les travaux qui sont potentiellement polluants, sur les informations de la part du donneur d'ordre, puisque là deux volontaires nous ont répondu seulement qu'ils demandaient au donneur d'ordre. 2 sur 70, leur rappeler les bonnes pratiques de travail, notamment l'humidification et le captage à la source, et les moyens de protection collective et individuelle, donc de ne pas utiliser notamment des aspirateurs domestiques, et puis leur rappeler les obligations réglementaires, tout ceci dans l'objectif de les protéger eux, mais aussi bien sûr leur entourage. Je vous remercie.